Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Aujourd'hui, je reçois Laurent. Laurent, on va parler d'un sujet qui revient partout, mais qui est souvent, mal compris sur le terrain, le blended learning. Alors, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes et nous dire pourquoi tu as envie de faire cet épisode? Avec plaisir. Je suis Laurent, l'hôte habituel du podcast de la formation, et j'accompagne des organisations et des indépendants sur des sujets de stratégie business, de conception de dispositifs et de transformation des pratiques. Et si j'ai envie de parler aujourd'hui du blended learning, c'est parce qu'on voit encore trop de dispositifs présentiel plus un peu de digital, qui sont jolis sur le papier, mais qui ne changent rien dans la vraie vie. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de rendre le blended learning concret, utile et activable. Eh oui, parfait. Alors, et je te préviens, je vais te challenger un peu quand même. On va aller au fond et pas juste dans les slogans. Eh ben écoute, allons-y. Ça marche. Alors, première question. Quand tu entends blended learning, tu penses à quoi, toi, concrètement? J'observe d'abord que le terme blended learning est mal utilisé. C'est une stratégie d'apprentissage, c'est pas un format. Le blended, ce n'est pas un peu de présentiel et un peu de e-learning. C'est une manière de concevoir un parcours qui s'articule en ce que l'apprenant doit réussir dans son travail réel, en 2, les moments où on le prépare, en 3, les moments où on l'entraîne, en 4, les moments où on le soutient en situation, et en 5, la preuve que ça marche sur le terrain. Et donc, si je résume, le blended, ce n'est pas un mix de modalités, c'est un design orienté transfert. Exactement. Et qui plus est, ce n'est pas non plus l'addition d'outils digitaux. Mhm. Alors, pourquoi tu dis souvent que c'est mal compris? Parce que je vois beaucoup de dispositifs qui sont pensés comme un assemblage logistique. On met un module e-learning avant, 1 ou 2 jours de présentiel pendant et un questionnaire après. Mais le cœur du sujet, il est complètement ailleurs. Est-ce que la personne, le lundi matin d'après la formation, sait quoi faire, comment le faire, et est-ce qu'elle a les moyens de le faire? Si la réponse est non à une de ces questions, ton blended est décoratif. Mhm. Mais alors, qu'est-ce qui fait que les formations, elles sont pas opérationnelles? Écoute, moi j'y vois 4 causes majeures. Alors, vas-y, je te laisse les poser clairement. En premier, le contenu est décorrélé du travail. On apprend des notions justes, mais pas dans la configuration réelle où l'apprenant va devoir les utiliser. La seconde cause, pour moi, c'est les activités sont trop scolaires. On fait des exercices qui valident la compréhension, pas l'exécution dans un contexte contraint. On confond le savoir et le savoir-faire. Ma cause numéro 3 est qu'on sous-estime la friction du réel. Le lundi matin, il y a des urgences, un manager, des clients, des outils qui plantent,
présente, un collègue absent, et la formation n'a pas préparé à tout ça. Et la quatrième cause, c'est qu'on mesure mal. On confond « ça a été compris » avec « ça sera appliqué ». Et oui, alors là, tu viens de toucher un truc sensible, la mesure. Mais on va y revenir. Avant ça, quand tu dis décorréler du travail, donne-moi un exemple simple. Si je prends un exemple classique où l'objectif, ça serait de faire un feedback, on peut facilement comprendre la méthode STAR ou DESC en salle. Il n'y a pas de souci avec ça, tout le monde arrive à comprendre ce que c'est. Mais dans le réel, tu dois gérer le timing, l'émotion, la relation, la posture, le contexte RH et parfois même un conflit. Si le dispositif de formation n'entraîne pas le feedback dans les conditions du réel, tu n'as pas construit une compétence, tu as juste transmis une idée. Et oui, on va entrer dans le concret. Il y a une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que je mets en présentiel et qu'est-ce que je mets en distanciel? Et pour finir, qu'est-ce que je mets en asynchrone? Ta règle simple, pour toi, ça serait quoi? Je dirais que la règle que j'applique, c'est que je réserve le présentiel à ce qui a une valeur sociale et corrective forte, c'est-à-dire interaction, confrontation, entraînement, feedback, calibration et mise en situation. Ok, donc pas du contenu. Et non, pas de contenu consommable. Le contenu qui peut être assimilé seul ne doit pas voler le temps collectif. Le présentiel, ça doit être une scène de travail, des situations, des décisions, des erreurs, des corrections. Ça doit toujours être une expérience forte et mémorable. Mhm. Et le distanciel synchrone, tu le mets où? Alors ça, je vais le mettre sur du coaching, des cas perso et concrets, des jeux de rôle, de la préparation à une situation réelle, des sessions courtes de consolidation aussi. C'est, à mon avis, super pour je reviens, je teste et je me corrige. Je pense que c'est souvent plus efficace que de regrouper tout le monde sur une journée. Ok. Et l'asynchrone? Mhm. L'asynchrone, pour moi, c'est préparation, des micros-apports, de la réactivation, un entraînement guidé, des supports d'action. Et surtout, l'asynchrone doit pousser à l'action, pas juste à la consommation. Ok. Alors, en off, tu m'avais parlé d'un modèle en 5 briques. Est-ce que tu veux bien nous le poser clairement et on le traduit en exemple ensuite? Oui. Moi, quand je fais un blended qui transfère, je vais le construire souvent avec 5 briques. La première brique, je pars d'une situation réelle. La deuxième brique, je mets en place des supports d'action. La troisième, on fait une micro-application de ce qu'on vient de voir. La quatrième, c'est le feedback, juste à temps. Et le cinquième, c'est la preuve du résultat de ce que l'on vise. Ok. Et tu pourrais nous définir chaque brique assez simplement? Oui, par exemple, quand je parle de situation réelle, c'est une scène précise du travail. Et quand je dis précis, c'est pas gérer un conflit, mais un client vous appelle, il est agressif, vous avez 3 minutes, vous êtes au téléphone. Là, on décrit une situation précise vécue dans le contexte de travail. Quand je parle après de support d'action, c'est une aide que tu peux utiliser en situation. Une trame, une checklist, un script, un modèle, des questions. Le troisième point, la troisième brique, c'est micro-application. C'est activer une action courte à faire dans la semaine sur un cas réel. Il faut mettre en application ce qu'on apprend. Si tu ne le mets pas en application, ça reste de l'information. La quatrième brique, je dirais le feedback.
le retour sur l'action, rapide, utile et correctif. Un feedback doit être, je l'ai déjà dit, mais toujours au plus près de l'action. Et la cinquième brique, c'est la preuve. Une trace que l'action a eu lieu et que ça progresse. Ça peut être une capture d'écran, un audio, un livrable, un indicateur. Voilà. Voilà comment je vois un petit peu ces 5 briques que je mets en œuvre et qui fonctionnent bien d'ailleurs. Alors justement, pourquoi ce modèle marche? En vérité, il marche parce qu'il colle au cerveau et au travail. On apprend quand on agit, quand on se corrige et qu'on recommence. Là, on va retrouver le cycle de Kolb, pour ceux qui aiment modéliser les choses. Mais c'est pas quand on sait, mais quand on a fait. Et la preuve de terrain, elle tue l'illusion. Si ça a été fait, soit ça a été fait, pardon, soit non. Et du coup, on n'a pas besoin de réfléchir à des hypothèses fantasques, on a juste à se nourrir de la réalité du terrain. OK. Est-ce que maintenant tu pourrais nous donner un exemple complet? Prends un sujet comme, le feedback manager par exemple, et tu pourrais nous faire un mini design blended réaliste sur, je sais pas, disons 2-3 semaines? Oh bah tout à fait, oui. Si je prends un exemple sur 3 semaines, je vais te dire la chose suivante. Je vais commencer en semaine 0, avant le présentiel, par de l'asynchrone. Petite durée, 20-30 minutes, parce qu'après on sait que ça décroche. Diagnostic rapide d'abord. Dans quelle situation tu évites de faire un feedback? Là, j'interroge vraiment le manager sur sa problématique. Des micros-apports, 10 minutes sur les erreurs classiques, trop tard, trop flou, trop moral. Et puis une partie sur la préparation. Je veux que mon manager choisisse une situation réelle qu'il devra traiter dans les 7 jours. OK. Donc dès le départ, tu l'ancres dans le réel? C'est totalement ça l'intention. Mmh. Je vais dire que le jour J, quand on est en présentiel ou distanciel synchrone, dans ce cas-là, en distanciel synchrone, c'est des séances qui vont faire 1h30 à 2 heures, pas plus. Mmh. On va à ce moment-là clarifier ce qu'est un bon feedback avec des exemples concrets, faire des démonstrations plus une analyse. On va analyser c'est quoi un bon, c'est quoi un mauvais feedback. On va mettre en place des jeux de rôle sur les situations des participants et on part toujours de leurs problématiques à eux. On va créer un support d'action personnalisé, une trame de feedback adaptée à leur contexte, qu'ils vont pouvoir réutiliser et remotiver quand ils seront confrontés à leurs problématiques. Et ce que je veux absolument, c'est un plan d'action. Chacun planifie quand il fera son vrai feedback. Là, c'est assez facile. Dès qu'on est manager et qu'on a une équipe, on peut banaliser un moment, le début de semaine par exemple, pour échanger et pouvoir produire un feedback. OK. Alors bon, sujet du moment forcément, et est-ce que tu mets de l'IA dedans et à quel endroit? Si on veut un peu, amplifier, je dirais. Ouais, alors effectivement, aujourd'hui, l'IA est quand même omniprésent. Heu, je pense que ça reste optionnel, ça va aider, ça va être en soutien. Je vais l'utiliser comme un associé pour challenger mon feedback. Par exemple, je vais pouvoir lui faire des prompts qui seront un peu de la façon suivante. Propose-moi 2 formulations plus claires par rapport à ce que je fais. Quels sont les risques relationnels que je ne vois pas? Mais la compétence, elle reste humaine là. C'est posture, timing, relation et le vrai courage managérial. OK, et après ça alors, du coup? Eh ben, sur 3 semaines, les 2 premières en distanciel et la dernière en présentiel pour valider la réussite. La semaine 1, micro-application, action réelle, faire un feedback dans la semaine. Là, on se pose bien, tu sais, le fameux lundi après la formation. La preuve, un compte rendu, ça peut être simple, un compte rendu de 10 lignes ou un audio de 2 minutes. Voilà ce que j'ai fait, ce qui s'est passé. Ce qui est important en termes de preuve, c'est qu'on va pouvoir réfléchir
a posteriori sur ce qui s'est passé. La semaine 2, je dirais qu'on va faire des retours plus de la consolidation. Là, on va pouvoir se mettre une session synchrone courte de 45 minutes. Chacun va débriefer une situation. Un pair va donner un feedback et moi, en tant que formateur, je peux reposer du cadre. Et le micro-apport que je fais souvent à ce moment-là, c'est de gérer ce qui va être la réaction émotionnelle des gens et traiter aussi l'objection. Et puis, si j'étends ça sur une 3e semaine, la semaine 3, je vais vraiment aller chercher les preuves d'appropriation, quoi. Encore une micro-application, un feedback un peu plus difficile. Pour ce qui est des preuves, je vais garder le même format que j'ai évoqué plus haut. Et puis après, je vais demander une auto-évaluation. Est-ce qu'il va me dire je me sens plus serein, plus clair, plus rapide? Et je vais lui demander d'étayer ça avec un exemple précis, que ce soit pas juste un ressenti. Et je pense que là, il faut pas tomber dans le piège de rajouter des couches au risque de saturer les équipes. Eh oui. Ok. Donc, ton blended, ce n'est pas, un e-learning avant et un quiz après. C'est un entraînement étalé avec des preuves. C'est exactement ça. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle du piège que tu as cité. Saturer les équipes en rajoutant une couche. Parce que beaucoup de blended, ça fait ça quand même. Comment tu l'évites? Écoute, moi je pose toujours la même question. Une question simple, c'est qu'est-ce qu'on supprime dans notre proposition de formation? Et là, j'applique une règle qui est simple, c'est une règle que m'a partagée Sylvain Vaccarès. C'est la règle principale de conception d'un dispositif, ce n'est pas ce sera parfait quand il n'y aura plus rien à rajouter, mais réellement, ce sera parfait quand il n'y aura plus rien à enlever. Et si tu ajoutes du digital sans retirer autre chose, tu crées un millefeuille. Et un millefeuille, ça produit une seule chose, du désengagement et du décrochage. Oui, ok, effectivement. Mais alors concrètement, tu supprimes quoi? Souvent, je supprime des séquences de contenu redondantes en présentiel, des exercices gentils qui ne préparent pas au réel, c'est tous ces trucs génériques où on ferait semblant d'eux, et surtout des supports qui sont trop longs. On sait qu'ils les lisent pas. Et du coup, je remplace ça par une micro-application réelle. On est vraiment dans le faire et le savoir-faire. Un feedback court et une preuve, vraiment une preuve terrain. Ok, donc, si on est d'accord, tu retires du temps de formation, mais au profit du temps d'action. Ah ben oui, Ok, et ça change tout. L'apprenant a l'impression que ça lui fait gagner du temps parce que ça l'aide sur ses vrais problèmes. Il perd pas son temps à répondre à des quiz complètement déconnectés de sa réalité. et oui. Alors maintenant, on vient sur le point de précédent, la mesure. Justement, tu disais le quiz, c'est souvent surévalué. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? D'abord, le quiz est très utilisé parce qu'il est facile à mettre en œuvre. Mais on se rend compte que les questions qui sont posées sont souvent très décorrélées de la réalité terrain. C'est-à-dire, si on veut qu'un gars nous monte un mur en parpaing, on va lui demander le dosage du ciment. C'est bien, mais ça ne monte pas le mur en parpaing. Et le quiz, lui, il mesure surtout les éléments de mémorisation, de compréhension et de reconnaissance, mais rarement l'exécution en contexte. L'erreur la plus courante que j'observe, c'est la généralisation de l'utilisation de la taxonomie de Bloom. La taxonomie de Bloom, c'est une taxonomie cognitive et elle est toujours utilisée, mais vraiment, vraiment toujours utilisée à la place d'une taxonomie pertinente des verbes d'action métier qui, eux, sont liés aux actions observables. Récemment, j'ai vu une formation sur filmer avec son smartphone où en vérité, on sait connaître, comprendre et appliquer. Maintenant, on n'en est pas là. On est à filmer, dérocher, cadrer. Là, on est vraiment dans le cœur du métier. Hein. Et une compétence, c'est vraiment une performance en situation, et tu peux la mesurer qu'avec des objectifs pédagogiques opérationnels qu'utilisent
des verbes issus de l'arc sémantique de la pratique métier, des observables du métier. Donc du coup, tu mesures comment? Eh ben, je mesure simplement avec des preuves terrain. Par exemple, une trace de mise en œuvre, un livrable, un mail, une capture d'écran, un audio débrief, ou une observation structurée avec une grille simple, ou un indicateur métier quand c'est possible, le temps, l'erreur, la satisfaction, la conversion. Voilà, exemple de ce qu'on peut voir. OK, donc est-ce que tu peux nous donner, un exemple de preuve, simple, pas une usine à gaz, hein? Bah oui, par exemple, si je prends une formation réunion efficace, la preuve, c'est le nouvel ordre du jour utilisé, plus un compte rendu plus clair, plus la décision prise. Et là, tu compares avant et après sur une vraie réunion. Et qu'est-ce que tu vas te rendre compte? Que tu as oublié les éléments clés de la réunion et tu t'es réuni pour te réunir. Et là, même si c'est pas parfait, c'est réel. Eh oui. Et alors, sujet qui fâche, et si le financeur ou le client te demande, un chiffre quoi, tu fais quoi? Ah oui, la fameuse injonction de la preuve du financeur. Eh ben écoute, moi je lui donne, des chiffres basés sur le réel. Par exemple, sur 12 participants, 9 ont appliqué, notre trame d'échange au moins 2 fois en 3 semaines. Ça, c'est un indicateur d'activation et franchement, c'est plus utile qu'un 18 sur 20 au quiz. Eh oui. Alors on parle beaucoup aussi des soft skills et souvent, ça part comment dire? Dans des trucs un peu flous, quoi, hein. Alors le blended, ça aide comment sur les soft skills? Eh ben justement, c'est à travers les sessions de blended learning que le soft skills deviennent mesurables quand tu les mets dans des situations. Par exemple, si tu veux travailler assertivité, tu fais pas une formation assertivité abstraite. Tu choisis des scènes, dire non, recadrer, annoncer une décision, gérer une tension. Tu entraînes, tu fais agir et tu recueilles des preuves. Oui, OK. Et alors du coup, j'ai envie de te demander, et notre assistant IA dans tout ça, il fait quoi? Eh ben lui, il peut jouer un peu le rôle d'un mentor coach. Il peut challenger tes formulations. Il peut te proposer des angles différents. Il peut t'aider à préparer une confirmation et aussi à préparer une conversation. Mais la validation se fait dans le réel. C'est la relation, la réaction et l'impact. On ne se décorrèle pas de la réalité, on ne fait qu'augmenter nos pertinences de ce qu'on propose avec l'IA. Mmh. Maintenant, imaginons quelqu'un qui nous écoute, un organisme de formation, un service RH, un formateur indépendant. Il veut faire du blended, mais il sait pas par où commencer. Ça serait quoi tes 3 premières étapes? Alors, moi je dirais que la première chose à faire, il part d'une situation réelle, pas d'un contenu. Qu'est-ce que tu veux que la personne réussisse lundi matin? Moi, j'ai vraiment cette obsession. Qu'est-ce qui se passe le lundi qui suit la semaine de formation? Et c'est là qu'on va savoir que notre formation, elle a fonctionné. Aujourd'hui, je vois pratiquement que des formations qui sont autour d'un contenu qui n'est peut-être pas compris parce que pas contextualisé et qui très souvent est totalement inutilisable dans le contexte des gens. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent pas payer pour de la formation générique, ils veulent payer pour la résolution d'un problème qui les ennuie tous les jours. Après, la deuxième étape, je créerai un support d'action utilisable tout de suite. Alors là, je vais pas leur écrire un livre ou un PDF de 40 pages, hein. C'est une trame, une checklist, un modèle. Et surtout, et ça, c'est très important, et là, c'est le point sur lequel je rigole pas, je planifie une micro-application dans la semaine, plus un feedback court. Sans ça, on ne construit pas le transfert.
S'ils mettent pas en situation, s'ils appliquent pas, ils pourront pas mesurer l'écart entre ce qu'ils font et ce qu'ils veulent obtenir. Mmh. Et si ton apprenant te dit: «Oui, mais j'ai pas le temps moi», tu réponds quoi? Je lui réponds, ben, si t'as pas le temps d'appliquer, t'as pas le temps de te former. Mais surtout, un blended learning bien designé, ça économise beaucoup de temps parce qu'il remplace des erreurs répétées et des tâtonnements coûteux. En vérité, je supprime la double peine à l'entreprise qui est de envoyer son collaborateur en formation, donc payer la formation, le payer à son poste de travail pendant qu'il n'est pas là. En vérité, la situation, c'est que j'intègre les formations en blended learning dans le workflow, c'est-à-dire dans les tâches quotidiennes de la personne, dans son workflow de travail. Donc là, au lieu d'être puni, on se forme en travaillant à la performance de l'entreprise. Et ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de clé. Voilà. Oui. Mmh. Alors maintenant, bah, on arrive à la fin. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que nos auditeurs devraient retenir du blended learning en une phrase? Le blended learning, ce n'est pas un mix de modalités, c'est un parcours qui déclenche une action réelle, puis une correction, puis une preuve. Super. Merci Laurent. J'aime bien parce que c'est simple, mais ça met, une claque quand même à pas mal de dispositifs. Eh ben, écoute, c'était bien mon idée en évoquant ce sujet aujourd'hui. Bon, bah, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast de la formation. Si vous voulez nous partager vos retours, qu'est-ce que vous avez déjà testé en Blended? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui s'est cassé la figure? Venez nous écrire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!